Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans le contexte d'une crise mondiale qui ne cesse de s'aggraver, je veux vous parler du gâchis de notre politique française. Nous sommes en effet, dans un domaine fondamental qui est celui de l'énergie, en train de perdre notre principal atout, qui est celui du nucléaire. Alors la crise mondiale. Même un Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase, nous dit « Les nuages qui s'accumulent peuvent se transformer en ouragans financiers. » Et la Banque des règlements internationaux, qui est la banque des banques mondiales, le cœur de l'oligarchie, nous dit à peu près la même chose. Alors, que se passe-t-il? Je veux y revenir parce qu'il faut voir que jusque dans notre vie quotidienne, dans les difficultés que nous éprouvons, la cause est là. C'est un système transatlantique, anglo-américain, qui repose sur la domination de l'oligarchie, d'une oligarchie dont les décisions prises en termes monétaires, et pas en raison de la réalité physique, de la réalité humaine, dont ces décisions prises en termes monétaires, et dont la vision à court terme, antisociale, eh bien, va jusqu'à aboutir à la catastrophe que nous vivons. C'est aggravé, bien sûr, par les sanctions imposées à la Russie, qui se retournent contre nous. C'est toute la gravité de la situation dans laquelle nous sommes plongés. Le gouvernement Macron est l'héritier. Et l'héritier, disons, dans la continuité, l'héritier constant de ce système. Il s'est soumis à la règle du jeu. Et cela risque d'avoir de terribles conséquences pour nous cet hiver. La pénurie d'énergie, mais aussi la pénurie alimentaire. Et également une politique, si la rue proteste, ce qui peut arriver et serait justifié, si la rue proteste, une politique de répression aggravée, comme on l'a déjà vu contre les Gilets jaunes. Alors, on voit par rapport à cela un jeu parlementaire absurde où les uns et les autres se font des coups tordus ou des promesses sans substance au lieu de traiter les causes de ce qui nous arrive. Voyons-les un à un, ces forces politiques dominantes ou ces forces politiques qui sont les principaux partis d'exercice du pouvoir, comme on dit. LR. Il y a un président de groupe intelligent qui s'appelle Olivier Marleix, mais en réalité, il ne contrôle rien. Il a auprès de lui des députés, des élus, qui sont tous ou bien néo-macroniens, ou bien démagogues libéraux, et qui, en même temps, tentent de promouvoir la candidature de M. Wauquiez pour la prochaine élection présidentielle, sans penser à ce qui se passera d'ici là. Enfin, RN et NUPS. Le RN repose essentiellement, a fait sa réputation, sur l'élimination de l'autre, je dirais, l'accusation de l'autre, l'immigré. Et il ne s'en prend pas aux vrais responsables et ils sont donc dans un souverainisme impuissant et un souverainisme aussi d'exclusion. La NUPS a entamé cette guérilla parlementaire, comme au beau temps de la 4e République, et propose des avantages qui seront fatalement bloqués par l'inflation, dont elle ne traite pas les causes, bloqués par l'inflation, exactement comme c'était le cas pour les avantages qui avaient été donnés par le premier gouvernement de François Mitterrand entre 1981 et 1983. Alors voilà la situation dans laquelle nous sommes, dans une situation où il semble qu'il n'y ait pas de perspective. Il est effarant, en effet, presque hallucinant, comme diraient certains, que dans toute la campagne électorale, les choses sont déroulées comme s'il n'y avait pas de rapport avec le monde extérieur, comme si la France était
une forteresse isolée comme dans un roman par rapport au reste du monde. Et on a privé les Français ainsi de tout débat sérieux sur les enjeux et aussi sur notre destin, sur ce que nous devrions être. Alors il ne faut pas s'étonner dans ce contexte que pour le débat du second tour entre les deux candidats, il y a eu 15,6 millions de gens qui ont assisté à la télévision, 2 fois moins qu'en 1981, alors que la France compte aujourd'hui 12 millions d'habitants supplémentaires. Donc on voit qu'il y a un sens que peut-être qu'il est ressenti que là les choses ne se jouent pas. Et c'est terrible parce que c'est l'élection à la fois la plus importante. Même chose d'ailleurs pour les élections parlementaires. Alors, par rapport à cela, je veux vous parler ce soir du domaine de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est essentiel pour l'indépendance et la souveraineté d'une nation. L'énergie, c'est la force et la fermeté dans l'action qui permet d'être efficace. Et l'énergie, c'est un système matériel capable et donnant les moyens d'avancer, d'avoir un sens, une base, une substance à la politique, à notre politique. Alors par rapport à cela, on voit où nous en sommes et où est la source qui est celle de nos difficultés. C'est la Commission de Bruxelles, qui représente ses intérêts transatlantiques, qui aujourd'hui fait une proposition économiser le gaz pour avoir un hiver sûr. Il ne parle pas du nucléaire, mais il le voit en réalité aussi d'un mauvais œil. Ils disent on doit diminuer la consommation d'énergie de 15% à l'horizon du printemps prochain, en abaissant la température dans les immeubles, en pratiquant en tout, dans le domaine de l'industrie, comme dans le domaine de la vie privée, la sobriété. Et on entend sobriété, sobriété, sobriété par des gens dont la plupart sont eux-mêmes repus. Donc on vit dans cette hypocrisie, même en Allemagne. Un ancien ministre de l'Intérieur, socialiste, Otto Schily, dit qu'il faut revenir au nucléaire, que l'Allemagne ne peut pas être complètement dépourvue et dépendre seulement du gaz. Et Markus Söder, qui est aussi bavarois, lui aussi dit la même chose. Il faut absolument revenir à au fondement du nucléaire. Alors dans ce contexte, que sommes-nous, nous, en France? Eh bien, nous sommes flamanvilisés. Flamanvilisés. J'utilise ce néologisme pour vous permettre de comprendre comment on se tire une balle sur soi-même. Flamanville. Flamanville est supposé rentrer en fonction avant la fin de 2023, c'est-à-dire plus de 12 ans après la date prévue. Le coût qui était sous-estimé au départ pour faire passer le projet à 3,3 milliards, serait maintenant, d'après la Cour des comptes, de 19 milliards. Donc, on a dépensé et on s'est laissé bercer en même temps par des illusions et par la volonté de faire, disons, une opération financière. Alors, quelle est la cause de ce qui s'est passé? Les deux raisons principales de ce problème que nous avons à Flamanville, c'est d'abord qu'on est passé d'un projet de laboratoire, Framatome est passé d'un projet de laboratoire, à la réalité, sans les étapes intermédiaires de développement et d'industrialisation. C'est-à-dire qu'on a voulu aller trop vite, en pratiquant la sous-traitance en cascade, c'est-à-dire en ne payant pas les travailleurs comme ils devraient l'être, et en important une main-d'œuvre sous-payée. Donc on n'a ni le contexte de base, ni les opérateurs permettant de le faire fonctionner. Résultat, EDF est renationalisé après avoir grugé ses investisseurs. Alors, 17 ans
après sa privatisation, voilà en effet l'EDF renationalisé, les actions dans lesquelles ont investi de gros épargnants financiers, mais aussi des petits épargnants, les travailleurs d'EDF, a été émise à 32, 33 euros, et elle est montée jusqu'à 80 euros en 2007, et elle a pu retomber à 10 euros à cause de cette politique sans queue ni tête qui a été pratiquée à l'encontre même d'EDF. Et aujourd'hui, on propose de racheter les actions, l'État le propose à 12 euros. Vous voyez la perte énorme, 3 fois, subie par les petits actionnaires. EDF, entre-temps, c'est 65 milliards de dettes, fin 2022. Le grand carénage pour remettre à jour les centrales existantes, c'est environ 50 milliards, et c'est 50 milliards de plus pour les 6 EPR que propose Emmanuel Macron. Personne ne voit comment il pourrait être mis en place, mais c'est un projet. Et enfin, investir dans le renouvelable. Cela fait pour EDF, qu'on impose à EDF, ou que EDF accepte, malgré elle ou pas malgré elle, cela fait en tout plus de 200 milliards. Donc, évidemment, l'État est obligé de nationaliser à nouveau. Alors, que s'est-il passé à Flamanville? D'abord, évidemment, il y a tous des problèmes divers sur la qualité du béton, les soudures, le problème de l'acier. Mais en réalité, beaucoup plus grave, c'est le système de mesure de la puissance nucléaire qui est en panne. Le système avec des capteurs extérieurs, ça s'appelle RPN, mesure de la puissance nucléaire. RPN, donc avec ses capteurs extérieurs, et RIC, ce n'est pas le RIC que nous proposons, que proposent les Gilets jaunes, c'est le système d'instrumentalisation intérieur du cœur du réacteur avec des capteurs qui sont à l'intérieur. Donc à l'intérieur comme à l'extérieur, ça ne marche pas bien. Plus une vibration dans les tuyaux. On installe un amortisseur qui nécessite d'être réglé en permanence et on reverra après 18 mois d'installation en espérant qu'on redémarre en 2023. Alors c'est un désastre. Et c'est un désastre qui affecte notre atout principal en raison de problèmes qui ne sont pas les problèmes du nucléaire. Il ne s'agit pas de problèmes propres au nucléaire, mais d'une gestion guidée par des critères financiers et en même temps, évidemment, par l'incapacité de voir long. On peut le comparer à ce qui arrive à l'hôpital. L'hôpital géré de façon financière à flux tendu. Et en ce qui concerne le nucléaire, on n'a pas suivi la vision longue qu'auraient des chercheurs ou des ingénieurs. C'est des technocrates, des financiers, des politiques qui ont fait preuve de leur incompétence. Résultat, ce n'est pas seulement Flamanville. Actuellement, il y a à l'arrêt 15 sur 32 des réacteurs de 900 MW, 11 sur 20 des 1300 MW et 4 sur 4 des 1450 MW. Donc 30 réacteurs sur 56 sont indisponibles aujourd'hui. Évidemment, il y a eu des opérations qu'on a remis à plus tard de maintenance dues à la Covid. Évidemment, il y a eu aussi le fait qu'on cherche à faire ces opérations en été pour ne pas être dans la période de plus forte demande d'électricité. Mais aussi, il y a le grand carénage, c'est-à-dire pour prolonger à 50 ans, voire 60 ensuite, la vie des réacteurs. Mais il y a aussi des problèmes de corrosion, des problèmes de malfaçon dus à tout le reste, tout ce que je viens de dénoncer. Ainsi, dans une situation normale, ce qu'on appelle le facteur des charges, c'est-à-dire le fonctionnement à plein du nucléaire, devait être à 80%. Ça aille bien. On est à 55%. Voilà la question. Plus globalement, donc, voilà que, et je le répète parce qu'il faut le répéter, qu'on ne sera pas en état, sans révision profonde du jugement et des décisions, on ne sera pas en état de défendre notre atout nucléaire, le faire valoir.
pour créer le bouclier énergie, on a fait subir à EDF une baisse de ses revenus équivalent à 8 milliards d'euros en un an, et 8 milliards pour l'État. Donc c'est par l'aumône qu'on a essayé de rendre la politique générale qui est pratiquée dans le monde dit occidental, qu'on a essayé de rendre cette politique moins lourde, moins difficile pour les industriels et les ménages qui utilisent l'électricité. On a annulé Superphénix, qui était notre surgénérateur. Merci Lionel Jospin et Dominique Voynet. On a annulé Astrid, les deux étant les moyens de traiter des déchets. On parle tellement que la question des déchets, et voilà les moyens. Mais on a arrêté. Merci Emmanuel Macron pour Astrid et surtout merci à son entourage qui me met vraiment en colère. Enfin, on a fermé Fessenheim, merci à l'accord entre les socialistes et les écologistes, c'est-à-dire pour toutes des raisons, à la fois de finances, de bas calcul politicien, on a sabordé notre atout et sabordé ceux qui pouvaient en prendre soin. Car les polytechniciens ou les ingénieurs des grandes écoles ont vu qu'ils pouvaient gagner beaucoup plus sur les marchés financiers pour élaborer des algorithmes ou d'autres choses. Donc, ils ne sont plus allés au nucléaire. Aujourd'hui, ils y reviennent dans une certaine mesure, mais pas suffisante. Et c'est toute une connaissance, tout un aspect de formation qui a été en grande partie perdu. Alors, je parle de tout cela en ce qui concerne le nucléaire pour montrer que c'est une question qui dépasse le nucléaire. Ce n'est pas le nucléaire en soi, c'est tout ce qu'il dépasse et les conditions qui ont été créées pour que quelque chose qui doit marcher à long terme soit vu comme quelque chose qu'on organise à court et au mieux à moyen terme. Ça ne pouvait pas marcher. Et c'est là le problème de nos sociétés, de cette priorité accordée au gain le plus grand possible dans le plus court temps possible. C'est ça qui ne marche pas. Alors, évidemment, il y a aussi, en conclusion, le fait que la direction de la France, et je crois que c'est le plus important, a été confiée à des hommes de caoutchouc, comme le disait Zinoviev à la chute de l'Union soviétique, sans formation scientifique réelle. C'est la différence, hélas, avec la Chine, sans formation scientifique réelle, s'adaptant aux circonstances, et, disons, sans connaissance de ce qu'est vraiment l'économie réelle, l'économie physique et humaine, et le vrai progrès humain qui est basé sur la découverte constante de principes nouveaux avec des technologies qui s'appliquent nouvelles. Donc, c'est un changement profond auquel il faut procéder, un changement de compétences et de vision, qui est ce pourquoi nous nous battons par le peuple et pour le peuple. Même chose à l'hôpital. J'ai mentionné le nucléaire parce que l'énergie, c'est le cœur de ce que peut faire un pays. L'hôpital, c'est ce qui peut être fait pour la santé du peuple, pour la santé de nous tous. Eh bien, le nucléaire a également, l'hôpital a également été confié à des financiers. Désastre des urgences cet été, titre toute la presse. Nos patients eux-mêmes sont en danger, disent des soignants, faute de personnel, et celui qui est là est surchargé par le travail, non seulement par la Covid, mais par le manque de personnel. Et le manque de personnel rémunéré comme il devrait l'être. Donc, la CGT et les coordinations qui se sont créées ont tout à fait raison d'exiger un changement de fond dans la vision de notre santé publique, et nous les soutenons. Enfin, l'école démembrée. Au mieux, on forme pour exercer des compétences correspondant à l'adaptation des métiers déjà existants. Donc on insère, mais il ne s'agit pas d'une culture générale qui permet la découverte, sauf, évidemment, et c'est la grande inégalité dans l'éducation, le reste de ce qui est assuré dans des institutions privées, non pas que les enseignants y soient meilleurs, mais que le système d'organisation, qui est payant et très cher, permet de mieux organiser les choses, tout simplement. Que le service public a été dépourvu et ne plus pu organiser. Évidemment,
il y a aussi le fait que les enseignants, comme on le sait, sont mal payés. Dans les principaux pays industrialisés de l'OCDE, nous sommes parmi les derniers, les tout derniers. Et enfin, il y a ce que dit un professeur d'histoire-géographie de Toulouse, qui nous dit « Ce matin, je suis appelé à 7h50 par une de nos élèves qui me dit que je n'ai pas d'habit pour venir au collège. » Donc c'est le drame, c'est-à-dire il y a une inadaptation dans la vie générale de notre population pour ce qui est vraiment la substance d'un enseignement qui permette l'égalité des chances. Et c'est là un scandale. C'est un scandale, même LR, même des gens de LR, analysent au Sénat, dans un très bon rapport d'information, comment sortir des urgences à l'hôpital public. Ça montre, pour que ce soit des gens dits de droite qui s'occupent de questions sociales, ça montre qu'on est tombé vraiment bas. Et enfin, la recherche qui doit être le fondement, qui doit être lié à la question de l'énergie. Eh bien, la recherche-développement, c'est 2,2% du produit intérieur brut en France, alors que c'est 3% dans les pays industrialisés, et que ce n'est pas assez, il faudrait beaucoup plus. Parce que la société de l'avenir, c'est une société où la population, le peuple, peut reprendre le contrôle des moyens de communication et des moyens de gestion. C'est ce qu'on appelle la participation. Et cette participation n'est pas possible si l'on ne crée pas la substance qui le permet, c'est-à-dire à la fois les métiers et les créations qui font l'avenir d'une économie, et la formation et l'éducation qui permet de les exercer. Eh bien, cela, nous sommes en train de le perdre dans un système qui porte en lui un chaos financier, puisque notre dette est de 2 901 milliards d'euros, donc on va vers les 120% du produit intérieur brut, on n'y est pas encore, mais on y va tout droit, et un déficit annuel qui dépasse 100 milliards d'euros. Nos échanges commerciaux n'ont jamais été aussi bas. Donc, c'est une mauvaise gestion, même du point de vue libéral du terme. Alors qu'on s'étonne, ou qu'on ne s'étonne pas, que les Français s'abstiennent aux élections ou votent pour rejeter, et pas parce qu'ils pensent que le projet est vraiment meilleur. Ces élections législatives sont le symptôme d'un système qui est à bout de souffle. 2 Français sur 3 se sentent frustrés, ou pire encore, à peine concernés. C'est terrible. Et nous sommes dans cette situation. Alors ça ne veut pas dire que les Français ne sont pas politiques, mais ils ne trouvent pas qu'ils incarnent vraiment leur volonté et qu'ils incarnent ce qu'ils voudraient voir en situation de responsabilité dans notre pays. Ils voient bien que les uns et les autres, avec les avantages qu'ils proposent, et une sorte de surenchère, même sur le nombre de réacteurs nucléaires, même sur les avantages concernant le pouvoir d'achat. Cette surenchère ne veut rien dire si l'on ne va pas aux causes du système, encore une fois. Si l'on ne traite pas la question de l'inflation, qui est la vraie question aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Il faut prendre le contrôle du crédit public pour qu'il aille là où il faut, aux équipements de l'homme et de la nature, au développement de chacun de ses capacités créatrices. Mais non, tout le système marche sur la tête. Il faut donc revenir au sens du collectif, pour une coalition d'action. Ce n'est pas possible avec les oppositions actuelles, malheureusement. Donc il faut faire en sorte qu'une opposition se dessine, qui soit vraiment une opposition qui représente ce bloc populaire, cette majorité populaire potentielle qui est celle de notre pays. Nous y activons, et nous y activons de toutes nos forces, avec des moyens beaucoup plus faibles que ceux des gens en place, mais c'est en réalité l'expression de notre honnêteté. Il faut sortir de la boîte des idées reçues pour pouvoir agir. Je dirais que il y a à la fois l'espoir d'aller voir plus loin, de connaître mieux l'univers, et cet espoir que nous offre James Webb, qui nous permet de voir non seulement plus loin dans l'univers, mais plus loin dans l'histoire de l'univers.
Et puis, il y a toutes ces inventions, toutes ces découvertes qui doivent être la condition d'un meilleur accueil des hommes dans l'univers, d'une meilleure politique sociale, la justice sociale, ce qu'on a appelé au temps de la Commune, dans ce qu'elle avait de bon, la République sociale. Je voudrais citer la philosophe Simone Weil qui disait « Il restera de toi ce que tu as donné. Au lieu de le garder dans des coffres rouillés, il restera de toi ce que tu as laissé pour autrui à cet effet. » Eh bien, plus que jamais aujourd'hui, il faut faire passer le chemin de la raison par le cœur et retrouver la compassion qu'on éprouve vis-à-vis d'autrui, à l'intérieur de notre pays. Et c'est pour cela qu'on doit changer la règle du jeu. Nous sommes dans un pays où 14% de la population vit soit de minima sociaux, soit va à la fin des supermarchés ou à la fin des marchés chercher la nourriture en surplus. Donc cela est tout à fait inacceptable. La pauvreté dans notre pays est tout à fait inacceptable. Et ne pas aller aux causes et le répéter, c'est hypocrite. Donc il faut aller aux causes. Et puis dans le monde, nous voyons une situation où le dirigeant, le directeur exécutif, comme on dit, David Beasley, du Programme alimentaire mondial, nous dit que on va avoir, si on continue, une déstabilisation d'au moins une douzaine de nations dans le monde, que des centaines de millions d'êtres humains vont mourir de faim ou de froid ou d'inanition. C'est dit en toutes lettres. Donc il faut retrouver ce sens de la compassion pour retrouver, et cela nous ramène à la création humaine représentée par l'énergie, pour retrouver la réelle substance, la réelle force, et pas des promesses que ceux qui les font savent bien que c'est pour des raisons politiques et pas pour des raisons profondes, pour changer, améliorer et accroître la capacité d'accueil de cet univers qui est le grand défi de notre temps. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, en vous demandant de nous soutenir dans notre effort, car avec ce que j'ai essayé de vous dire ce soir, vous avez exactement, très exactement, le grand défi de l'époque, pour nous en particulier en France, qui avons des atouts et des moyens de le relever. Je vous demande donc de nous aider pour le faire. Merci.